Nous revoilà pour la quatrième table ronde donc, de cette matinée, dont je rappelle que le thème est le cloud, le monde incertain de demain. Et nous allons évoquer un sujet d'une très grande importance, comme tous ceux qui ont été évoqués au cours de cette matinée, qui touche à la cybersécurité, donc les organisations sous la menace. Nous avons trois témoins qui sont là autour de nous et qui vont intervenir. Vous constatez à l'image que nous respectons les règles sanitaires de distanciation, donc on va retirer nos masques et ainsi il sera plus aisé pour nous d'intervenir, de parler dans des conditions de salubrité respectées. Donc, trois témoins, on va prendre par ordre, on va suivre l'ordre des aiguilles d'une montre, hein, et du coup je le montre à l'inverse, sachant que ça pose parfois un problème, parce qu'aujourd'hui on est habitué à avoir des montres numériques, et du coup on a oublié que les aiguilles tombent dans un seul sens. Alors, à ma gauche, Julien Levrade, donc, qui est CISO d'OVH Cloud. Tout à fait. On reviendra après sur le tour de table pour la présentation. Suis le délégué général du SIGREF. Je fais très attention car j'avais commis l'erreur sur le titre tout à l'heure, donc qui est Henri Dagrin, hein, que l'on connaît bien. Et puis le président du CLISIF, hein, qui nous fait l'honneur également d'être parmi nous, qui est Jean-Marc Grémy. Alors, juste très rapidement, Julien, si vous pouvez nous rappeler... alors, OVH Cloud, je ne sais pas s'il faut rappeler ce qu'est OVH Cloud, parce que on est nombreux à vous connaître, mais peut-être la fonction de CISO au sein d'OVH Cloud qui est quand même quelque chose d'important. Alors oui, effectivement, on a une belle notoriété, particulièrement en ce moment. Alors, c'est pas forcément des choses qu'on souhaite, mais effectivement, cette notoriété a aussi un impact en cyber, puisque ça fait de nous des cibles. Donc moi, je suis le CISO du groupe OVH, donc ça veut dire toutes les entités du groupe OVH, à l'exception de la filiale qui est aux US, qui est gérée de manière indépendante. Et je travaille principalement avec la DSI pour intégrer la sécurité au niveau du système d'information d'OVH et avec les équipes produits pour les aider à mettre en œuvre le niveau de sécurité adapté par rapport à l'engagement qu'on prend vis-à-vis des clients. On rappellera que l'actualité dont vous avez parlé, c'est celle du rachat de la plateforme de jeu, de plateforme de... Donc Blade. Voilà, Blade, hein, c'est bien ça. Henri, le SIGREF, faut-il le présenter? Mais oui. Ah, il faut toujours le présenter. Le SIGREF est une association à but non lucratif et sans activité commerciale qui représente ses 150 adhérents et qui porte la voix de ces 150 adhérents. Ce sont les grandes entreprises françaises, les grandes administrations françaises, les grandes administrations publiques françaises, toutes utilisatrices de solutions et services numériques. Donc nous représentons la voix des utilisateurs, et notamment des utilisateurs de solutions de services cloud et des solutions de sécurité. Et Jean-Marc Grémy, donc le CLISIF, vous abaissez un petit peu la porte d'entrée, puisque vous êtes beaucoup plus proche de toutes les entreprises qui ne sont pas au SIGREF, finalement. Alors oui, historiquement, le CLISIF a 35 ans d'existence. Ouais. On est la première association qui s'est intéressée à la sécurité de l'information, sécurité informatique et aujourd'hui cybersécurité. Et on ratisse, effectivement, si je puis dire, ratisser très large, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui sont aussi adhérents du SIGREF. Et nous, c'est effectivement le territoire national qui est notre terrain de jeu, voire ultramarin, puisque nous avons des associations sœurs en région pour permettre d'animer les débats, les discussions autour de la cybersécurité et la sécurité de l'information de manière très générale. Et c'est 460 sociétés, 1016 adhérents aujourd'hui, personnes physiques, et il y a la mixité offreurs et utilisateurs de solutions de sécurité. Donc on essaie de comprendre un petit peu les enjeux et d'apporter quelques éléments de réponse à cette compréhension à travers nos différentes discussions et groupes de travail que nous pouvons mener et animer. En particulier sur le cloud, on aura l'occasion d'y revenir peut-être. Tout à fait. Donc un panel de qualité qui touche aussi bien un acteur du cloud de référence, hein, que les très grandes entreprises, hein, représentées ici, et l'ensemble du territoire, finalement, des entreprises, des organisations. Je vais vous redonner la parole, Jean-Marc Grémy, puisque le CLISIF a la particularité de faire une étude tous les 2 ans sur l'état de la cybersécurité et des menaces
globalement. Alors, qu'est-ce qui ressort de votre dernière étude? Alors, il ressort plusieurs choses en fait de cette étude. D'abord, on fait plusieurs études. Tous les 2 ans, effectivement, on fait l'étude de menaces informatiques et pratiques de sécurité. Donc, la dernière édition était de 2020. Tous les ans, nous faisons aussi un panorama de la cybercriminalité qui permet de dresser un petit peu sur des sources publiques l'état de la situation, l'état des menaces. Alors, on parle de menaces, mais on parle aussi d'accidents. Il n'y a pas que de la menace informatique. Il y a encore malheureusement beaucoup d'incidents liés à de mauvaises pratiques en entreprise. Et la menace qu'on voit aujourd'hui, ça corrobore un petit peu les éléments qu'a démontré le directeur général de l'ANSSI il y a quelque temps quand il a expliqué qu'on avait vu une explosion de la cybermenace entre 2019 et 2020. Nous, on le constate aussi, bien évidemment, avec l'ensemble du territoire qui est touché, grandes entreprises, bien évidemment, PME, TPE, et puis collectivités territoriales, collectivités hospitalières, avec beaucoup d'attaques telles qu'on les connaît malheureusement aujourd'hui, attaques par rançongiciel en particulier. Mais on voit aussi le centre de gravité de l'intérêt de l'attaque se déplacer de la rançon vers plutôt maintenant l'exfiltration de données et le chantage à la donnée qui a été volée. On voit que beaucoup d'entreprises qui ont subi, on a quelques chiffres, 12% d'entreprises qui ont subi des attaques par rançongiciel ont réussi à récupérer une grande partie de leurs données. Alors, grâce à des sauvegardes, grâce à des bonnes pratiques aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas réussi à récupérer leurs données. Pour autant, ça ne veut pas dire, et l'étude ne montre pas que ces entreprises ont disparu. Des entreprises perdent des données, mais heureusement, arrivent à survivre suite à ces défauts, on va dire. Oui, tout à fait. On va s'adresser à Julien. Au sein d'OVH Cloud, j'imagine qu'en tant qu'opérateur de cloud, c'est vous qui subissez le principal des menaces finalement, parce qu'elles arrivent d'abord chez vous avant d'arriver chez les clients et les grands clients. Alors, effectivement, OVH Cloud, déjà, c'est une société normale de 2500 personnes. On a les mêmes menaces que tout le monde. On a des comptables, on a des commerciaux, on a tout un ensemble d'utilisateurs du SI qui ne sont pas des experts et qui exposent le SI à des risques comme toute entreprise. Mais par contre, on a aussi une petite spécificité, c'est qu'on a un SI d'une taille gigantesque, puisqu'on gère plusieurs centaines de milliers de machines, et même pour notre SI interne, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'instances, de milliers de machines virtuelles, qui vont nous permettre de gérer les systèmes de nos clients. La spécificité, c'est évidemment qu'on va gérer la sécurité de notre infrastructure, à proprement parler, de notre système d'information, pour protéger évidemment nos assets, mais surtout nos clients, et protéger les services qu'on va vendre à nos clients. Mais on va aussi s'approprier toutes les menaces de nos clients. Quand un client décide de venir chez OVH pour se faire héberger, il vient avec ses menaces, il vient avec les attaquants qui vont attaquer ces systèmes d'information, et nous, on doit traiter cette masse d'attaques, cette masse de menaces qui vont cibler tous nos clients. Et du coup, on doit gérer ça sur plusieurs tableaux. On doit sécuriser tout notre socle, s'assurer que le socle d'OVH Cloud est extrêmement résilient, extrêmement résistant aux attaques de manière générale. Et ensuite, on doit accompagner nos clients, puisqu'il y a un partage de responsabilité très fort entre le cloud service provider et les clients en termes de gestion des risques de sécurité. On doit l'accompagner pour comprendre quels sont les risques qui sont portés par OVH, quels sont les risques qui sont portés par lui, et éventuellement comment on peut l'aider à gérer ses propres risques. Soit en configurant ses services de la bonne manière par rapport à son contexte particulier, soit en lui proposant des options et des services additionnels qui vont lui permettre de gérer des risques spécifiques que tous les clients ne veulent pas réduire, soit en l'accompagnant avec des partenaires ou avec des technologies qui ne dépendent pas de nous pour qu'ils puissent les déployer sur ces infrastructures chez nous. Et du coup, on a ce rôle aussi d'accompagnement de nos clients pour qu'ils fassent les bons choix et qu'ils déploient les bonnes approches de gestion de la sécurité chez OVH, en sachant qu'ils peuvent s'appuyer sur un socle qui est robuste et sur lequel on met tous nos efforts en termes de gestion de sécurité. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez évoqué un chiffre, c'est-à-dire que globalement, le nombre d'attaques que vous subissez toutes les heures, c'est incroyable. Alors, c'est difficile de donner un chiffre, parce que très vite, ça devient du sensationnalisme, parce qu'on parle en millions ou en milliards d'attaques, ça dépend ce qu'on appelle une attaque. Mais effectivement, se faire attaquer, nous, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est notre business as usual. On se fait attaquer toute la journée, tous les jours, toute l'année, en permanence. Et du coup, on a intégré cet état de fait dans nos opérations. On a des mécanismes de protection à l'échelle qui permettent de protéger notre réseau, comme notre service d'anti-DDoS qui est inclus, et tous les mécanismes de détection, de monitoring, de mitigation qu'on va mettre en place. Mais aujourd'hui, OVH se fait attaquer en permanence, systématiquement, tout le temps. C'est des robots qui nous attaquent la plupart du temps. Tout à fait, évidemment. Henri, quelle est la vision du SIGREF sur la sécurité ?
Alors, effectivement, là, on parle de cybersécurité ou de sécurité numérique. Les adhérents du CIGREF ont plutôt tendance à parler de sécurité numérique. Quand on on parle de ce sujet. Pour nous, la sécurité numérique repose sur 4 piliers. Un qui est principal, c'est celui de la cybersécurité, bien entendu, et l'ensemble des adhérents du CIGREF, avec des niveaux peut-être un peu hétérogènes, mais globalement renforcent de manière considérable leur capacité à se protéger, à protéger leur système d'information, à faire de la prévention, à faire de la pédagogie, de la sécurité dans l'usage des outils numériques. Et ça, ce pilier de la cybersécurité, il a pris une accélération ces derniers temps avec les annonces qui ont été faites par le président Emmanuel Macron le 18 février dernier, qui sont tout à fait bienvenues, et je pense que l'ensemble de l'écosystème se félicite de ce plan. Mais de notre point de vue, il est insuffisant. Quand on parle de sécurité numérique, il y a 3 autres piliers qu'il convient de développer et qui aujourd'hui ne font pas l'objet d'une attention, à notre sens, qui soit suffisante. Le deuxième pilier, c'est celui de la lutte contre la cybercriminalité. Je prendrai un seul exemple. Aujourd'hui, la 3e chambre du tribunal de Paris, il y a 3 magistrats instructeurs uniquement qui sont capables de se saisir de ces dossiers les plus complexes. Les dossiers s'accumulent et aujourd'hui, la France n'a pas les moyens, en termes de compétences, tant de magistrats que de collaborateurs qui soient capables de traiter ces sujets au niveau où la menace aujourd'hui de la lutte contre la cybercriminalité le requiert. Il y a un 3e sujet qui nous importe. Et d'ailleurs, sur ce sujet de la lutte contre la cybercriminalité, c'est la même chose. Il faut absolument que les forces de police, de gendarmerie fassent une réelle mutation. Elles ont des bonnes capacités déjà pour traiter, je dirais, la cybercriminalité du quotidien. Mais sur les enquêtes les plus complexes, même s'il y a eu quelques cas emblématiques ces derniers temps, il y a à l'évidence des insuffisances dans la capacité de ces équipes d'enquêteurs à mener les investigations nécessaires. Il y a un 3e pilier qui est celui de la cyberdéfense dans la profondeur. C'est-à-dire que, en l'occurrence, beaucoup de cybercriminels qui aujourd'hui sont situés dans des territoires qui ne sont pas accessibles par les moyens de police et de justice, eh bien, il faut que l'État français se mette dans la situation de pouvoir les neutraliser dès qu'ils sont détectés, là où ils sont. Et ça, c'est une responsabilité éminemment étatique. C'est vraiment du régalien pur. Enfin, il y a un 4e pilier qui nous paraît tout à fait substantiel de développer, c'est une forme de régulation de la sécurité des services et des produits numériques en général. L'industrie du numérique en Europe et dans le monde est pratiquement la seule industrie, en tous les cas en Europe, à ne pas faire l'objet de normes minimales de sécurité. Et ça, c'est un vrai problème, pour notamment vu des utilisateurs. Aujourd'hui, une voiture, elle a fait l'objet de crash tests, un camembert, il y a la sécurité alimentaire, c'est particulièrement important, il doit respecter des normes. Aujourd'hui, le développement de logiciels, le développement de services numériques ne fait pas l'objet de normes. Et ne nous y trompons pas, nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, la capacité des cybercriminels à mener leur forfait croît plus rapidement que la capacité de leurs victimes à s'en protéger, et parce que ces cybercriminels ont industrialisé leur industrie, leur pratique, se sont mondialisés, ce sont des professionnels et qui aujourd'hui ont une capacité à agir, à accélérer plus rapidement leur capacité à commettre leurs exactions que leurs victimes à s'en protéger. Voilà, et ce constat, nous le partageons d'ailleurs avec l'ensemble des pouvoirs publics, tant en France qu'au niveau européen. Et donc c'est sur ces 4 piliers qu'il faut agir. Tout à fait. Jean-Marc, avec le CIGREF, on a élevé largement le débat. Si on revient peut-être un peu plus sur le terrain, vos adhérents sont des entreprises. On parle tout de suite de l'insécurité, d'un avenir incertain. On a une période pré-Covid, aujourd'hui on va rentrer dans une période post-Covid. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vos adhérents se sentent plus menacés aujourd'hui qu'hier, et quels conseils vous leur apportez, quelle stratégie vous leur proposez de déployer? Je pense que là, on a vu effectivement une forme d'accroissement de la cybermenace pendant cette période de Covid. Alors,
Je pense qu'on a certains analystes ont pensé que la crise sanitaire avait été effectivement propice à avoir cet accroissement par opportunité et effet d'aubaine des cybercriminels qu'évoquait Henri juste à l'instant. Je pense qu'en fait, c'est la conjoncture de plusieurs phénomènes. C'est que, pour rebondir sur ce que disait Henri, je pense que si on est en droit d'attendre beaucoup de choses de l'État, il faut aussi, Henri, je me permets de rebondir sur vos propos et ça répondra en partie à cette question, il faut aussi que l'entreprise, de toute taille, mais je pense aux grandes entreprises en particulier, voient leur écosystème dans sa globalité. C'est-à-dire qu'elles accompagnent aussi les PME et TPE qui sont aujourd'hui leurs fournisseurs. On voit occlusif dans l'équipe MIPS, on voit une croissance des attaques à travers les tiers. Donc les tiers, c'est les petites entreprises qui accompagnent les grandes très probablement dans leurs actions. Donc il faut que de façon bienveillante, il faut que la grande entreprise l'accompagne. Il faut que les DSI aussi, ou les services numériques, appelons ça comme on veut aujourd'hui, consacrent aussi une part substantielle de leur budget, alors substantielle, je ne donnerai pas de chiffres parce que je ne les ai pas, mais à la sécurité de leur système d'information, à leur cybersécurité, à leur cyberdéfense. Parce que si on doit attendre effectivement qu'à la porte de l'entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui dans la rue, la police et la gendarmerie assurent notre sécurité, mais dès qu'on franchit les portes de l'entreprise, c'est de notre responsabilité. Donc c'est de la responsabilité de l'entreprise aussi de faire un pas plus important vers cette cyberdéfense et de comprendre ce contexte dans lequel nous vivons, où effectivement, par opportunité, des malveillants, des cybercriminels, des cyberattaquants, puisqu'on prête aussi à des États aujourd'hui, on attribue à des États l'origine de certaines de ces attaques, de se défendre. Donc on voit bien qu'il y a eu effectivement une accélération du phénomène par l'isolation de certains collaborateurs aujourd'hui et qui se retrouvaient en télétravail. Donc sans doute que les scénarios d'attaque ont profité de cette situation. Les entreprises ont réagi, les RSSI ne sont pas restés les bras ballants à regarder cette attaque passer. Ils ont réagi autant qu'ils pouvaient, alors, dans les conditions qui étaient les leurs, mais la dématérialisation de la sécurité permet aussi de faire aujourd'hui beaucoup de choses, pas suffisamment encore, il y a encore beaucoup d'investissements à faire, et la reprise économique va forcément, je dirais malheureusement, s'accompagner aussi d'une reprise, d'une continuation, d'une amplification sans doute de ces cyberattaques. On a annoncé un plan de relance, donc il y a de l'argent qui va être dépensé par tous les États. On a la chance d'avoir aussi un plan de relance sur la cybersécurité, en particulier à destination des PME, des TPE et des collectivités territoriales, et ça on ne peut que s'en féliciter. Donc qui vivra verra, nous en reparlerons l'année prochaine pour voir comment l'évolution de cette cyberattaque se fera dans cette relance. Je voulais dire que sur le sujet de bien entendu, le CIGREF recommande fortement, et tous nos adhérents en sont d'accord, il faut qu'ils accélèrent leur capacité à se défendre. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, grosso modo, il y a un facteur 4 dans la multiplication des budgets dédiés à la cybersécurité sur les 5 dernières années dans quasiment toutes les entreprises, dans les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on partait de pas grand-chose, on arrive déjà à quelque chose de plus important. Mais c'est ça, c'est important de... C'est très important. Ouais. Et il ne faut pas oublier non plus que la responsabilité des États, c'est bien entendu d'assurer la sécurité des biens et des personnes, des activités légales qui sont menées, l'ordre public dans l'espace numérique, au même titre que dans l'espace physique. Et aujourd'hui, cette capacité, on peut constater qu'elle n'est pas au niveau où on est en droit de l'attendre quand des pans aussi importants de la société, aujourd'hui, d'activités de la société, se déploient dans l'espace numérique. Alors, justement, vous avez évoqué le rôle du responsable sécurité, du RSSI. Chez vous, c'est pas un RFSI, vous êtes un CISO. Donc c'est RSSI en français, ou DSSI. Voilà, exactement, qui est parmi nous. Alors, vous avez, une double mission, qui est d'une part de protéger vos propres infrastructures et de proposer des solutions à vos clients. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois et comment vous envisagez ça? Alors, sur la partie protection du système d'information d'OVH, alors, il y a eu évidemment des adaptations quand on est tous passés en télétravail il y a un an. Globalement, ça s'est bien passé. La DSI a fait un super boulot et tout le monde était équipé en quelques jours, quelques semaines, on va dire, le temps que les réseaux, les équipements soient déployés complètement pour tenir la charge. Mais ça s'est très bien passé parce qu'on avait déjà l'habitude de travailler à peu près comme ça. Pour nos clients, pour certains de nos clients, ça a été un peu plus compliqué et on a vu une grosse consommation de ressources cloud puisque tout le collaboratif, tous les outils qui étaient
hébergés on-prem chez nos clients répondaient plus forcément aux besoins, permettaient plus par les tuyaux VPN, ça permettait pas d'accéder aux différentes ressources. Et du coup, il y a eu un move to cloud extrêmement fort dans les premières semaines, les premiers mois de la pandémie, pour mettre tout le travail collaboratif. Alors, il y a un certain nombre de services collaboratifs qu'en ont profité, les systèmes de visio, etc. Mais les entreprises ont aussi migré un certain nombre de leurs applications métiers. Et du coup, nous, notre rôle sur ce sujet-là, ça a été d'expliquer très vite à des clients qui n'avaient pas forcément l'habitude de mettre ce type d'application dans le cloud, puisque jusqu'à présent, c'était plutôt les applications exposées vers l'extérieur, à destination des clients, et pas forcément les applications utilisées en interne, de faire la bonne explication de texte pour dire quel type de produits et quel type de configuration sont adaptés par rapport à la typologie des données, à la typologie des traitements qui vont être hébergés. Du coup, on a été fortement sollicité côté sécurité pour expliquer que tel produit était particulièrement adapté à tel type de criticité de données, parce qu'on était sur par exemple, notre offre de private cloud qui est la plus sécurisée du catalogue OVH, celle qui a toutes les certifications, etc., est très adaptée pour des traitements très sensibles avec une défense en profondeur. Par contre, si on est sur des problématiques de mettre à disposition une factory de site web qui permet de publier des applications web de manière extrêmement agile, dynamique, avec des données pas forcément hyper critiques, là on va plutôt orienter nos clients vers des offres de public cloud qui seront beaucoup plus souples à l'usage. Et du coup, faire ce travail d'explication pour expliquer quel produit est adapté à quel type de données et ensuite quels sont les mécanismes de sécurisation liés à chacun de ces produits qui ne sont pas les mêmes dans un contexte de public cloud et un contexte de private cloud. On ne va pas mettre en place la même approche et la même démarche de sécurisation de ces traitements. Du coup, c'est une partie de mes équipes qui a travaillé là-dessus pour accompagner les équipes commerciales et les architectes d'OVH à accompagner les clients. Jean-Marc, est-ce que vos adhérents, et vous avez des clients également, puisque vous êtes aussi acteur sur ce marché. Oui, moi je suis consultant, effectivement. Voilà. Mais plutôt mes adhérents ici. Ouais. Est-ce qu'ils sont sensibles également à la souveraineté? Est-ce que pour eux, c'est une démarche de sécurité? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et à titre personnel, la souveraineté me pose la question de la définition de la souveraineté. Parce que si la souveraineté, c'est de s'adresser aux entreprises de droit français aujourd'hui, qu'est-ce qui me dit que demain elles resteront de droit français? On a vu, c'est dans des exemples dans toute l'industrie, des entreprises qui sont scellées. C'est la vie d'une entreprise. L'entrepreneur, il monte sa société, il a de bonnes raisons de le faire, il a un capital, il gère son capital, il décide de vendre à des Américains, des Israéliens, des Russes, des Chinois, il fait ce qu'il veut. Et du coup, la souveraineté elle disparaît. Donc, moi, je suis déjà attaché à l'idée qu'il va falloir définir ce qu'est la souveraineté numérique pour pas se laisser embobiner dans des définitions qui sont qui satisfont sans doute certains industriels. Je vise personne ici, mais qui satisfont certains industriels et peut-être qui peuvent satisfaire aussi certains acheteurs d'une certaine façon. Donc, alors, c'est un sujet qui est en train d'évoluer. Henri évoquait les problématiques liées à la qualité des produits. Donc, le Cyber Security Act européen qui a été promulgué il y a 2 ans maintenant permet aussi d'aller vers cette idée de qualifier des produits, de certifier des produits, alors tout type de produits, que ce soit la montre connectée au firewall ou à la voiture ou à l'avion avec des briques de cybersécurité. Donc on commence à s'y retrouver. Après, la souveraineté, c'est une question quand même relativement de l'État, c'est du domaine du régalien. Moi, je suis président inclusif, je suis souverain dans mes décisions. Henri l'est pour le SIGREF. Moins que vous, je crois. Moins que vous. Bon, moi, c'est mon conseil. Un petit peu moins, c'est vrai. Ah oui, il n'est pas président, il est délégué. Excusez-moi. Pardon, je me suis emballé. Je porte la voix de mes adhérents. Mais voilà, donc pour nous, effectivement, moi je suis très attaché personnellement, d'abord parce que j'ai ça chevillé au corps, je suis ancien militaire et voilà, je suis assez attaché. Je sais, oui. Mais on est servi dans le même arme, je sais bien, mais c'est important, donc je pense qu'il faut qu'on garde une certaine maîtrise de ce que nous faisons. Et moi j'incite mes adhérents à choisir des produits souverains, des produits français quand ils le sont, européens à minima, mais on n'est pas à l'abri demain qu'un produit, aussi bien soit-il et tout français qu'il est, demain sera vendu, on l'a vu l'année dernière ou il y a 2 ans, une société française qui était pionnière dans son domaine, qui avait vendu sa société, qui a été rachetée par Cisco. Tout à fait. C'est pas une critique, c'est tout à fait légitime. Moi j'ai l'habitude de dire, si quelqu'un veut racheter Exclusif, je lui vends, et si je peux m'enrichir, c'est un vrai débat. Mais c'est pas possible. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Alors, non, mais je veux dire qu'il faut peut-être un petit mot là-dessus sur la souveraineté. Et
Henri fera la conclusion après, puisqu'on arrive à la fin de notre table ronde. Ok, juste un mot. La souveraineté, effectivement, c'est difficile de définir précisément, mais par contre, on commence déjà à avoir un certain nombre de pistes pour définir ce que ça veut dire. Moi, j'aime bien revenir sur la notion de gestion de risque. Aujourd'hui, on a besoin d'aider le marché à comprendre quels sont les risques, et un des principaux risques qui est couvert par la souveraineté, c'est l'immunité, ou la non-immunité aux lois extraterritoriales. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pousse chez EVH Cloud, ce qu'on pousse de manière générale pour le marché, c'est d'apporter au marché plus de transparence et de compréhension afin de faciliter une vraie agilité en termes de gestion de risque. On veut que nos clients comprennent ce qu'ils font avec nos produits, on veut qu'ils comprennent les décisions qu'ils prennent et qu'ils aient toutes les informations pour le faire. Et dans certains contextes, l'immunité aux lois extraterritoriales, c'est quelque chose d'important. Dans d'autres contextes, ça l'est moins. Il y a certains contextes où c'est pas un problème. En tout cas, nous, on essaye de se positionner sur ce sujet-là pour donner aux clients un maximum d'informations, un maximum de transparence et toutes les clés pour prendre les bonnes décisions. Et la souveraineté étant un de ces aspects-là. Henri, la conclusion vous appartient. On dépasse le temps. Il faut être rapide. Oui, alors sur la souveraineté, d'abord, le SIGREF utilise très peu ce terme de souveraineté, parce que la souveraineté, et on en est bien d'accord, c'est d'abord un attribut des États. C'est un attribut des États ou des organisations supranationales auxquelles les États peuvent avoir délégué des compétences en la matière. Je pense essentiellement à l'Union européenne. Pour les adhérents du SIGREF, donc, nous utilisons plutôt la notion de confiance. Et la notion de confiance, notamment dans le cloud, elle repose sur 3 grands principes. Un principe de sécurité, de cybersécurité. Bien sûr, il faut que les solutions de cloud soient sécurisées au niveau qui permet de protéger de manière efficace les données sensibles des entreprises. Et ce ne sont pas que les données régulées ou des données de santé, c'est tout type de données qui aujourd'hui sont très sensibles pour les entreprises. Le deuxième pilier de la confiance, c'est celui de l'immunité aux législations extraterritoriales. D'ailleurs, législations extraterritoriales qui peuvent être implicites ou explicites. Très explicites, le Cloud Act ou l'article 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act aux États-Unis, mais d'autres législations plus implicites qui sont de nature extraterritoriale. Et enfin, le troisième pilier de la confiance, et qui renvoie également à la notion de souveraineté pour une économie, c'est celui de la maîtrise des dépendances. Et c'est peut-être l'un des éléments les plus importants, je crois, pour l'économie européenne, pour l'économie française, c'est de maîtriser sur ce sujet du cloud les dépendances des agents économiques, des administrations publiques vis-à-vis de leurs opérateurs de solutions et services cloud, parce que si on n'y prend pas garde, compte tenu de la croissance absolument exponentielle du marché du cloud et de la part de l'économie qui aujourd'hui repose sur cette technologie, eh bien demain, à qui appartient l'économie européenne? Quelles sont ces dépendances? Et des dépendances qui peuvent être extrêmement lourdes et qui conditionneront très directement notre capacité à maîtriser notre avenir. Eh bien, on va terminer sur cette conclusion qui va nous laisser sur notre fin, parce que vous avez ouvert un autre débat qui est aussi important, donc, et que l'on suivra peut-être l'année prochaine ou dans d'autres sessions. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés et d'avoir participé à cette matinée avec nous. Je vous rappelle que la Cloud Week se prolonge dès demain avec de nouvelles tables rondes, et je vous remercie pour votre attention et votre soutien. Messieurs, merci. Et puis on va attendre que le générique soit terminé et on continue de débattre. Merci. Merci.